Lucienne, vous êtes complètement fascinée par ce concierge qui faisait le plein au piano. Vous avez appris des choses, hein? J'ai appris des choses parce que je ne savais pas qu'on pouvait humidifier un piano. Ça, je sais qu'il est nécessaire de l'humidifier, mais que tout un système était intégré au piano à queue même. Mais vous faites comment, vous, avec le vôtre, alors? Avec un humidificateur, mais à côté du piano. Ah, mais c'est pas lui qui régule. Alors, pourquoi on appelle ça un piano à queue, vous croyez? C'est bien parce qu'on met de l'eau dedans. Oh, j'ai fait rire, Lucienne. Femme qui rit est à moitié. Septuor pour piano au bois, clarinette, corde, basson, violoncelle et contrebasse en la majeure. Septuor opus 132, c'est le deuxième mouvement Dante par le Consortium Classicum et Frédéric Kalkbrenner. Je vois qu'Alain Perrotet est ravi aussi. Alors on va parler enfin de ce qu'on a. Au revoir, monsieur le concierge. Au revoir. À tout bientôt. Chaque semaine, il vient arroser le piano. Vous avez été au Vietnam, c'était chaud et humide aussi, non? Oh, chaud et humide, exactement. Hanoï, figurez-vous, la capitale, on est au nord du Vietnam, 6 millions d'habitants, 3 millions de mobylettes ou de scooters. Donc, en fait, moi, je peux vous dire, le spectacle, à lui seul, vaut son pesant d'or. Donc on débarque dans la rue et on voit ce ballet de scooters. Ce ballet, oui. Il y en a des nuées, le spectacle est captivant. Est-ce qu'il est coloré, ce spectacle? Il est très coloré et ces mobylettes, il y en a de plus en plus depuis le début des années 2000. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années qu'il y en a de plus en plus. Une mobylette, un scooter au Vietnam, c'est cher. C'est 1000 à 1500 francs. Chez nous, c'est 3 fois plus, 2 fois plus. Oui, ouais. Mais pour un Vietnamien, c'est vraiment très énorme, très cher. On en trouve d'occasion à 200 ou 300 francs. Mais enfin, même si c'est cher, ça n'est pas aussi cher qu'une voiture, parce que là, le prix est vraiment prohibitif pour la plupart des Vietnamiens. On dit que c'est une manière pour le gouvernement d'éviter la paralysie totale du trafic au sein même de la métropole. C'est plus souple, ça prend moins de place, c'est plastique, j'allais dire, hein, quand on les voit rouler. C'est des modèles un peu comme nos Vespa, comme ça, avec carénage, ou bien ça ressemble plus à des gros vélomoteurs? Il y en a de toutes les sortes. Et quand vous dites que c'est souple et plastique, eh bien c'est exactement ça. La circulation est très abondante, mais en fait, personne ne roule vite, puisqu'il y a tant de voitures et surtout tant de mobylettes, tant de scooters. Il n'y a pas de stress dans Hanoï. C'est extraordinaire. Malgré le fait qu'il y a des klaxons sans arrêt, ils sont vraiment très fréquents, mais en fait, c'est plutôt pour avertir qu'on arrive, plutôt que pour faire... pour dire son énervement. Voilà, ou son agacement. C'est pas un langage d'insulte, c'est un langage de... c'est fatigue. Dire, j'arrive, je viens. Voilà, exactement. C'est une manière de dire ciao et pas de dire hey. Exactement. Et les scooters, il y en a des nuées. Parfois, les chauffeurs ont un casque, d'autres fois pas. En fait, c'est obligatoire, mais enfin, c'est toléré si on n'a pas de casque. Et puis surtout, le costume parfois qui va avec est tout à fait stupéfiant. Ils ne veulent absolument se protéger de la pollution, alors ils mettent des masques très souvent. Ouais. Alors ils ont souvent aussi des grosses lunettes, parfois des casques. Si c'est pas un casque, eh bien ils ont un capuchon, ils sont emmitouflés. Ça vous fascine? Ah, ça me fascine. Vous qui avez été voir justement une exposition sur les masques et d'autres choses récemment à Paris, vous avez dû prendre votre pied, là, à décoder ça comme un... Et en fait, souvent aussi, les gens ont des pèlerines, bien entendu, puisqu'on est à la saison des pluies. Donc en fait, il y a tout un costume qui va avec l'usage qui va avec l'usage du scooter. En fait, c'est un moyen de transport, évidemment. Alors la personne, le chauffeur peut être seul, souvent il est en couple, madame est quelquefois en Amazone. Wow. Et puis parfois ils sont, même très souvent, ils sont à 3. C'est-à-dire qu'il y a un enfant entre le père et la mère, parfois c'est même un petit bébé dans les bras de la maman qui bien sûr n'a pas de casque. Parfois les deux, parce que c'est souvent, très souvent, on les voit à 4. Quelquefois à 5, et j'en ai vu à 6, sur un scooter. Arrête, 6? Oui, moyen de déplacement, bien sûr conjugal, mais aussi familial, amical, c'est très courant. C'est aussi un moyen de travailler, de transporter, un moyen professionnel, on pourrait dire, un moyen qui rend service dans la vie quotidienne. Donc il transporte aussi des marchandises? Ah, il transporte voire des marchandises. Animaux, alors que vous avez croisé des types avec un cochon ou des chèvres, ou des fois de ces trucs pas possibles. Des chèvres, et parfois aussi une petite cargaison de d'oies vivantes, ou alors ma foi même des poulets vivants dans une sorte de grotte, dans une sorte de hotte grillagée. Ah ouais. J'ai vu aussi une hotte grillagée remplie d'œufs. Alors j'imagine que des œufs, donc des œufs avec un jaune, ouais. Oui, j'imagine qu'ils n'étaient pas cuits. Je me demande bien comment est-ce que lui est arrivé à bon port, ce commerçant. Ils n'étaient pas brouillés entre eux à la fin, les œufs. C'est un gars qui avait fait, avec son scooter, il avait fait 3 œufs au plat et 12 à la descente. J'ai vu aussi une cargaison de Jacques, c'est-à-dire le fruit du jacquier. Ah bon? Il y a un arbre qui s'appelle le jacquier? Oui, le jacquier. Et le fruit du jacquier, ça s'appelle le Jacques.
Alors écoute, on va faire un jingle. Il y a Alain Perrotet aujourd'hui qui est en régie. Alors, on va vous parce que vous savez, on a Jacques Pauget qui vient dans la matinale nous faire des chroniques aux alentours de 8h30. Puis on a chaque fois des phrases où il y a le mot Jacques dedans. Alors dites voir, bonjour Jacques, savez-vous que c'est le fruit du jacquier? Puis après on fera un jingle avec plus tard. Allez-y. Bonjour Jacques. Savez-vous que le Jacques, c'est le fruit du jacquier? Voilà, alors, je vois qu'Alain est ravi. On mettra une petite musique vietnamienne dessous, puis on fera un nouveau jingle pour Jacques Pauget. Excusez-moi, vous êtes ma chroniqueuse aussi, je vous ai coupé, mais c'était pour dire des choses intelligentes. On retourne à Hanoï, oui. Et en fait, sur un scooter, on voit que derrière, sur le porte-bagages, il y a une pile vertigineuse de cartons dans le dos du chauffeur, qui le dépasse d'ailleurs de 2 ou 3 mètres. Ouais. Parfois, d'ailleurs, le véhicule est bien plus haut que large. Moi, ce qui m'a plu avant tout dans ces chauffeurs de scooter, eh bien, c'est le sens de l'adresse. Ces gens ont le sens de l'astuce, de l'ingéniosité, de l'équilibre. Il y a une perspicacité absolument extraordinaire. On a l'impression qu'ils sont dégourdis, qu'ils trouvent des solutions. Moi, j'ai envie de vous arrêter maintenant, parce que vous m'avez dit au début de l'heure, je vais pas vous parler d'art brut. Puisque vous me décrivez là, je me dis, mais enfin, ces types, ils nous font des performances magnifiques, c'est beau, c'est ingénieux, il y a de l'empilement, comme très souvent dans les ateliers que vous allez visiter, enfin, ces ateliers spontanés de personnes qui font de l'art brut, qui accumulent des choses, qui les enroulent, qui les encoconnent. On en a vu des choses qui étaient addictives, et là aussi, on a cette espèce d'empilement fou, puis en plus, qui est mobile, quoi. C'est de l'art, dites-le-moi. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se rapproche beaucoup de l'art brut. Il y a quelque chose qui me fait aussi penser à l'art brut. C'est le fait qu'il y a toujours une manière, dans une situation scabreuse, de trouver une solution et de s'en amuser. Ouais. Mais évidemment, on est loin de la création d'art brut. Ouais, forcément. Mais enfin, vous les avez regardés avec des yeux qui étaient habitués quand même à vous réjouir des choses un peu décalées. Et moi, ce que je me dis, en fait, c'est qu'il est bon de lire des guides, il est bon d'écouter son guide, mais surtout, il faut passer des heures à regarder. C'est un spectacle ahurissant, celui de la rue à Hanoï. Et puis alors maintenant, on quitte l'agitation tout de même urbaine et on part à 160 km d'Hanoï, pas si loin que ça, et on est dans la baie d'Along. Paysage marin exceptionnel, on en a tous entendu parler, c'est hors du commun. Cette baie, elle compte 2000 îles ou îlots, proches les uns des autres. Ces îlots, ce sont des grands rochers, un peu comme des cônes parfois, toujours très arrondis. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ils ont presque tous la même hauteur, environ 100 mètres de hauteur. Et tous ces rochers sont éparpillés dans cette baie d'Along. Et ces rochers, c'est une pierre, c'est du calcaire. On parle de calcaire karstique. Et comme on est en plein climat tropical, donc chaud et humide, comme vous l'avez dit, eh bien, ils sont recouverts d'une végétation tropicale. Bien sûr, ces rochers parfois forment des arches, des grottes. Le relief est vertigineux, donc pour cette raison, heureusement, eh bien, ils sont inhabités, donc intouchés par l'homme. Ce sont des lieux qui sont demeurés vierges. Et puis, les Vietnamiens ont eu la riche idée d'établir une réglementation très stricte par rapport aux activités, c'est-à-dire que la baignade est vraiment limitée, les marches aussi sur les îles, ce qui fait qu'on veut absolument au Vietnam minimiser les incidences sur l'intégrité de ce paysage. Ce paysage est intact. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on pouvait faire plusieurs expériences visuelles dans la baie d'Along. Tout d'abord, bien sûr, on regarde ces collines, celles que je viens de vous décrire. Ces rochers sont splendides, cette pierre est magnifique. Les formes en elles-mêmes sont intéressantes. Puis il y a autre chose. C'est l'alliance entre la mer horizontale. Voilà. Le récif. Et la verticalité des montagnes. Exactement. Qui nous fait parvenir au ciel. Moravia, 1934, deuxième page de son roman, il est au large de Capri et il dit « J'avais devant moi ces deux paysages contradictoires, la mer sereine et horizontale et ces rochers verticaux qui semblaient me menacer. Et dit-il, j'ai cru longtemps que c'est les rochers qui me menaçaient et la mer qui allait me calmer, mais c'était l'inverse. Jamais un rocher n'allait me tomber dessus alors que c'était la mer qui pouvait m'engloutir. Et c'est ce jour-là que dit Moravia, j'ai su qu'au cœur de mon désespoir, je pouvais avoir de l'espérance, mais que cette espérance allait m'engloutir plus encore que mon désespoir. 1934, Moravia. C'est le nom du roman, hein, c'est pas la date d'édition, quoi. Je dis ça comme ça en passant parce qu'en montrant ces photos, je pensais à Capri. Alors, je veux dire, ceux qui pensent que Capri c'est fini, ils ont qu'à aller dans la baie d'Along.
Et ou à Capri. Ou à Capri, bien sûr. Mais là, c'est mieux, il y en a 1000. Moravia parlait d'apaisement. Eh bien, c'est exactement ça. Il y trouve le calme. Je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant. Mais je me suis interrogée, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de si apaisant? Bien sûr, c'est cette alliance dont on vient de parler, mais c'est aussi le fait, dans la baie d'Alongue, de la répétition. Cette répétition de ces collines toujours semblables, toujours qui se répètent toujours à la même hauteur. On fait aussi une expérience visuelle de perspective. Vous savez, ce qu'on appelle la perspective chromatique ou atmosphérique. Pour donner le sens de la profondeur, les peintres donnent des couleurs foncées dans les premiers plans et puis les couleurs, elles s'éclaircissent plus on s'éloigne. On fait l'expérience du sfumato aussi. Les éléments sont précis près de nous, deviennent de plus en plus imprécis, estompés, même flous, plus on s'éloigne. Et puis, il y a cette extraordinaire manière de nous faire goûter l'infini, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois notre regard qui veut aller au loin, mais qui s'arrête devant un récif, devant le deuxième, le troisième, le quatrième. Il y a une succession de plans qui fait qu'on s'emporte et on s'embrase. Et vous lisez ce paysage comme une œuvre. Ah, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'œil qui fait le paysage et parfois c'est le peintre. Vous nous l'avez peint de manière remarquable. Je vous ai écouté, j'ai rêvé, j'ai vu ces couleurs, j'ai vu cet horizon. Merci d'être venu nous raconter ce grand voyage. Lucienne Perry, on va se retrouver cet automne pour de nouvelles rubriques. Vous écoutez À vous de jouer sur Espace 2. Alain Perrotet est à la régie. Je vous amène aussi dans l'infini avec ce Lux Aeterna Ligeti. Oui. Quelques mesures du Lux Aeterna Ligeti qui se fait entendre dans 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était une manière de dire qu'on voyage comme ça dans l'infini avec cette lumière que vous nous décriviez à l'instant. Lucienne Perry, notre invitée dans À vous de jouer, aussi bien que Marin Piguet qui recevait son groupe Bolder. Et puis le Dr X, l'homme qui en connaît un rayon, qui nous permet durant cet été d'explorer ses propres archives. Merci à Alain Perrotet qui a réalisé cette émission sur Espace 2.